Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre depuis Bali. Je vous ai posé une petite question en story sur Instagram si vous étiez intéressé que je fasse un épisode qui va être vraiment centré sur l'hindouisme, puisque c'est vraiment très 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 présent ici à Bali. Je pense d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu Bali, c'est vraiment ça se ressent. C'est pas, ça se décrit pas, c'est vraiment un sentiment. Je pense qu'on peut tous ressentir. Puisque du coup à Bali il y a énormément d'hindous et moi personnellement je trouve que du coup ils sont souvent dans leur tenue de cérémonie au quotidien donc je sais pas moi rien que de les voir déjà ils m'apaisent voir les offrandes etc bref et donc du coup je me suis énormément intéressée à cette religion parce que comme je le disais elle est très 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 présente. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. À mon avis, l'épisode va quand même être assez long. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse pas, vraiment, je vous conseille pas de l'écouter parce que ça va vraiment traiter uniquement que de ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais je trouve que pour les personnes qui envisagent peut-être un voyage à Bali, ça peut être intéressant parce que moi j'aurais bien voulu que... Enfin, c'était pas évident de trouver toutes les réponses à mes questions parce que malheureusement, même si ils sont tous très croyants, il y a quand même beaucoup de connaissances qui sont perdues. Donc bref, j'ai pris plein de notes. Je vais essayer que ça fasse pas trop la fille qui lit. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de structurer ça aussi au mieux possible. Mais donc en gros déjà, ah oui, et puis je vous rappelle aussi sur Instagram, je mettrai un carrousel photo qui pourra illustrer justement tout ce dont je parle dans cet épisode. Donc si là vous n'êtes pas en train de rouler en voiture, peut-être aller faire un petit tour sur Insta, regarder un peu ce carrousel. Et comme ça, au moins, ça vous permet de bien imaginer ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que je pense pas que niveau description, je vais être la mieux passée. Enfin bref. Donc, alors les femmes, ah oui, pour toutes celles qui sont connaisseuses, connaisseurs, peut-être que des fois je vais dire des noms qui sonnent pas corrects, mais je fais du mieux que je peux. Alors, excusez-moi par avance. Allez. Alors pour les femmes, alors moi j'adore la tenue de la femme. Vraiment, elle est magnifique pour l'avoir portée plusieurs fois. En plus, j'avais l'impression qu'elle pouvait peut-être tenir chaud, mais finalement non. Et franchement, enfin, je trouve qu'elle est mais élégante, elle est colorée, elle est super soignée. Et donc, ça consiste à une blouse en dentelle qu'ils ont donc en haut du corps. Elle est quand même assez serrée, donc elle s'appelle kebaya. Et en général, elles sont de couleurs différentes assez vives quand même. On peut avoir du blanc, du jaune, du rose ou même du vert. Et ensuite, pour la partie du bas, ils ont ce qui porte un sarong. Donc c'est un long tissu qui est enroulé autour de la taille jusqu'aux chevilles. Donc là, il va y avoir des motifs assez traditionnels. Et en général, la façon dont il est mis, il y a une ouverture en bas. J'arriverai plus à vous dire ce qu'elle représente cette ouverture, mais elle représente quelque chose. Et autour, il va y avoir une ceinture. Ça ressemble un peu à une écharpe, j'ai envie de dire, qu'on a mis autour de la taille. Donc elle est nouée d'une certaine façon avec le nœud qui se trouve devant. Et ça, c'est assez symbolique. Donc apparemment, ça représente le contrôle de soi. Donc c'est essentiel pour entrer dans un lieu sacré. Et aussi, ce qu'on m'a raconté, c'est que ça marque la séparation entre le haut du corps et le bas du corps. Et pour eux, le haut du corps représente la positivité et le bas du corps la négativité. J'ai l'impression que tout est noir ou blanc, mal ou bien. Vraiment, ils reconnaissent tout ça. Et d'ailleurs, on reparlera des cérémonies, etc. plus en détail. Mais voilà un peu la tenue de la femme. Donc elle a toujours les cheveux attachés en général en chignon. Il va avoir des épingles, des pinces en forme de fleurs. Enfin, elles sont magnifiques. Et puis leur maquillage, enfin, incroyable. En ce qui concerne les hommes, alors eux, leur tenue, c'est pareil, hein, c'est assez structuré et symbolique. Alors, dans un premier temps, eux, ils vont avoir une sorte de bandana, un bandeau qui est noué sur la tête, qu'ils appellent le undeng, il me semble. Et c'est assez symbolique aussi, parce que ça représente la concentration et la pureté mentale. Ensuite, ils vont avoir, comme les femmes, un sarong, donc la jupe en dessous qui va être jusqu'aux chevilles. Et en général, elle est complétée par une seconde couche qu'ils appellent le saput. C'est un tissu un petit peu plus épais ou coloré. Et souvent, ils vont porter une chemise blanche ou une chemise noire avec cette tenue. Et ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que sur ce bandana, en haut, il va y avoir une espèce de petite pointe qui va pointer vers le haut. C'est pour pointer vers le paradis. Et en ce qui concerne le sarong et le saput, donc la jupe en bas, il va y avoir une autre pointe qui pointe vers le bas. Et donc là, c'est pour pointer du coup vers l'enfer. Donc c'est vraiment très symbolique. Et donc, eux, les cérémonies, c'est quelque chose qu'ils font au quotidien. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils commencent leur journée sans faire une cérémonie, sauf si vraiment, cas exceptionnel, ils doivent partir très tôt et ils doivent aller travailler, etc. Mais même, en général, ils vont se lever suffisamment tôt pour pouvoir faire la cérémonie du matin. Alors avant d'expliquer le principe de la cérémonie, je vais peut-être parler un petit peu du temple, parce que du coup, chaque famille balinaise, derrière chez elle, elle va avoir le temple familial.
Alors je n'ose même pas imaginer combien ça a dû coûter à fabriquer parce qu'il y a des détails complètement fous. J'ai même été rencontrer des hommes qui justement taillaient la pierre et taillaient le bois. Ça prend un temps énorme, donc vous imaginez bien que ça coûte quand même assez cher. Et donc les portes du paradis, donc qui est une image très représentative de Bali, je pense, qui donc se trouve à l'entrée du temple. Ça, ces portes, ils ont vraiment un rôle, un rôle central hein, dans la symbolique de l'hindouisme. C'est une porte qui est fendue, donc il n'y a pas de haut. C'est comme deux blocs massifs identiques. C'est comme si on avait pris une montagne et on l'avait séparée en deux. Elle est coupée vraiment au centre. Elle est sculptée, elle a des motifs absolument magnifiques. Et devant, il va toujours y avoir soit des monstres, des animaux, ou il va y avoir en tout cas deux statues qui vont être là pour protéger ces portes. Et en gros, c'est pas une porte parce qu'il y a un trou au milieu, mais en fait, la symbolique derrière les portes du paradis, c'est que la séparation représente le passage du monde matériel vers le monde spirituel. Donc en gros, c'est une porte d'accès à un espace beaucoup plus pur, la cour intérieure du temple du coup. Et la verticalité symbolise la montagne sacrée de Gunung Agung, c'est demeure des dieux. Et donc en gros, traverser ces portes, c'est vraiment laisser derrière soi le chaos du monde ordinaire pour rentrer dans un espace sacré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est ouverte, parce qu'il y a cette connexion justement avec les dieux, etc. Donc voilà, donc quand ils vont rentrer dans le temple familial, donc le matin pour faire leur cérémonie, donc c'est souvent le matin, hein, ça peut être en fin de journée, mais en général c'est quand même le matin. C'est d'ailleurs pour ça que si vous vous prenez dans les rues de Bali, vous allez voir des offrandes, vous allez sentir l'encens, etc. Alors apparemment ce rituel il n'a pas vraiment de nom unique, mais il repose sur l'offrande qu'ils appellent Kanang Sari. La raison pour laquelle ils font ça tous les matins, c'est parce que pour eux ça permet de maintenir l'harmonie entre les humains, les esprits et les dieux. Donc je vous avoue que je trouve ça quand même très chouette de se dire qu'ils prennent le temps tous les jours de faire justement ces offrandes et ces prières justement pour créer cette harmonie sur Terre. Donc je trouve ça quand même, je trouve ça incroyable. Bref, et en gros ça permet aussi de protéger leur maison, les habitants. Ils vont aussi faire les offrandes par exemple devant leur magasin, sur leur scooter. Ils vont même des fois les poser sur leur voiture. Donc c'est vraiment dans l'idée de se protéger. Ça exprime également la gratitude pour nourriture, la vie et la journée qui commence. Et ça rappelle également la présence du sacré dans le quotidien. Apparemment, d'après ChatGPT, là j'ai regardé, c'est qu'il me disait que ça fait partie de la philosophie Tri-Ita-Karana. Et en gros, donc c'est l'équilibre entre les humains, la nature et le divin. Donc c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Voilà, la préparation des offrandes. Donc j'ai pu participer à une classe où justement on nous a appris à faire ces offrandes. Mais j'ai quand même entendu deux sons, deux images. Il y a pas tout qui... Enfin, tout le monde m'a pas dit pareil dans les villages, mais ça se rapprochait quand même énormément. Et donc, en fait, les petites offrandes, déjà, elles sont préparées dans un carré en feuilles de palmier. Et donc, donc ça, on appelle ça des kanang sari, il me semble. Et donc, dans chaque kanang, il va y avoir différentes choses. Alors, d'abord, ils vont poser du sucre de canne, qui va représenter les champs de riz. Ils vont mettre une banane, ça va représenter le symbole des montagnes. Alors là, on m'a dit les bananes, les montagnes, et j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit non, c'est le riz en forme de montagne. Donc bon, voilà, mettez les deux, comme ça c'est fait. Ils vont mettre des crackers aussi, ça représente ce qu'ils ont fabriqué à la maison, mais bon, souvent ils les achètent. Mais ça leur arrive aussi que s'ils ont fait à manger le matin ou la veille, ils vont récupérer un peu de ces aliments pour les mettre dans les offrandes. Ensuite, ils vont mettre une feuille d'un arbre qui va représenter l'homme. Pour la femme, c'est une feuille bien précise, ça s'appelle beetle, Beetle, leaves, c'est en anglais, je ne saurais pas vous le dire en français. Et il y a de la craie chaude dessus. Et ça va représenter la femme. Et ensuite, au-dessus de ça, ils vont placer des fleurs. Et là, la particularité de ces fleurs, c'est quand même très important, la façon dont elles doivent être placées. Donc ils vont mettre une fleur blanche qui doit être positionnée à l'est, et ça c'est pour représenter le dieu de l'air. Ils vont mettre une fleur rouge qui doit être positionnée au sud de l'offrande, et là ça va représenter le dieu de la terre. Ensuite, ils doivent mettre une fleur jaune, mais là, elle est surtout orange, positionnée à l'ouest, et là ça va représenter le dieu de la lune et des étoiles, pardon. Et ensuite, la dernière couleur, elle devrait être noire, mais à Bali, ils n'ont pas de fleurs noires, donc du coup, ils utilisent des fleurs bleues ou vertes qui doivent être positionnées au nord, et ça, du coup, ça représente le dieu de l'eau. Et au centre, ils vont placer une herbe verte qui sent extrêmement bon, d'ailleurs, toutes les fleurs sentent bon aussi, et ça va représenter l'espace, voilà, space en anglais. Donc voilà en quoi consiste cette offrande. Donc vous imaginez bien que ça prend quand même du temps
à fabriquer toutes ces offrandes. On peut les acheter aussi, mais j'ai une balinesse qui m'a répondu que des fois, quand elle avait pas le temps et si elle allait en acheter, ils étaient pas forcément super bien faits, enfin en tout cas pas à son goût, et que pour elle, du coup, c'était pas top de faire ça comme offrande. Mais elle me disait que, enfin moi je trouve que c'est quand même un sacré commitment, hein, ça demande énormément de temps, d'énergie, d'argent. Mais elle me disait qu'en fait, elle, c'est un peu sa petite routine du matin. C'est un peu ce moment, un peu de méditation, etc. Et elle adore commencer sa journée comme ça. Donc, bon, bah voilà, ça c'est quand même assez chouette. Et donc, juste avant la prière, donc, ils vont déposer l'offrande euh, au niveau du temple, ou devant chez eux, ou dans la rue, vraiment, c'est un peu partout. Et ils vont allumer un bâton d'encens. Donc, du coup, c'est pour ça, en plus, quand on se balade à Bali, ça sent bon tout le temps, surtout le matin. Et en fait, la fumée, elle va symboliser la connexion entre les humains et les divinités. Donc voilà, donc en général, le geste de prière, c'est que la personne, elle va s'agenouiller, elle va s'incliner, elle va déposer l'offrande, elle va tenir l'encens entre ses doigts et elle va effectuer un geste de prière, les mains jointes, du coup les paumes jointes, en direction du temple ou de l'offrande. Et du coup, c'est assez court, ça dure, je sais pas, une vingtaine de secondes peut-être, mais c'est vraiment très très sincère comme moment. Et donc vraiment, il demande protection, équilibre et bonne énergie pour la journée. Et la fin du rituel, bah, c'est l'encens qui va brûler lentement, donc ça va prendre un petit peu de temps. Les offrandes, elles vont rester là toute la journée. D'ailleurs, je pense que c'est rare même qu'ils vont les enlever, dépendamment de où ils les ont posées. Au bout d'un moment, bien évidemment, ça va s'entasser, donc ils vont finir par les enlever, hein. Mais, euh, mais des fois, enfin, moi, je me souviens, une fois, ça m'est arrivé de shooter dedans. J'ai culpabilisé. Une fois, j'ai rigolé parce que j'ai vu des poules picorer dedans et manger le riz qu'ils avaient mis. Mais ça, c'est pas du tout perçu comme un manque de respect, parce qu'en fait, la fonction symbolique, elle a déjà été accomplie une fois que l'encens, elle avait brûlé. Donc, si un jour vous shootez dedans, culpabilisez pas, il n'y a pas de souci. Mais bon, évitez quand même de le faire et regardez bien où vous marchez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Donc, on a parlé de la tenue, on a parlé des offrandes, on a parlé de la cérémonie. Et maintenant, je vais vous parler du Galungan. Alors, moi, on m'a un peu expliqué ça, c'est un peu le Noël balinéen, parce que c'est même plus puissant pour eux que Noël. Et en gros, donc, c'est une fête qui se célèbre, qui célèbre la victoire du bien sur le mal. Et en gros, donc le Galungan a lieu tous les 210 jours. Donc si vous voulez savoir quand est-ce qu'il a lieu, bah écoutez, moi là en 2025, le Galungan a commencé le 22 novembre, il me semble. Donc ben, plus de 110 jours, donc ça vous donne une idée. Mais vraiment, c'est basé sur le calendrier balinéen. Donc voilà, mais bon, vous pouvez toujours demander au monde de l'Internet si vous avez envie de prévoir votre voyage à ce moment-là. Bon, c'est aussi en même temps, moi, c'est tombé en même temps que la saison des pluies. Mais bon, il n'y a pas vraiment plus, je vous avoue. Et c'est une fête qui dure 10 jours et elle va durer jusqu'à Kuningan. Et donc ça va marquer la fin des festivités. Et en gros, donc c'est vraiment un moment où les baleiniers, ils croient que les esprits des ancêtres reviennent sur Terre pour visiter leur famille. Donc si vous prévoyez de venir à ce moment-là, oubliez les excursions, oubliez de demander à des chauffeurs de vous conduire ou d'aller à l'aéroport, etc. Parce que pour eux, c'est vraiment un moment très important. Donc je vous conseille vraiment de vous poser dans un endroit. Moi, j'ai eu l'opportunité de me poser au nord de Bali, parce que j'adore vraiment le nord de Bali. Et j'ai pu intégrer une famille qui m'a invitée justement pour Kalungan. Et donc du coup c'était vraiment chouette. Si ce n'est que moi du coup à ce moment-là j'avais mes règles. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais sachez les femmes que si vous avez vos règles, c'est interdit d'aller dans les temples. Alors moi bien évidemment jamais je n'aurais menti, jamais je n'aurais pas dit que j'avais mes règles. Donc bien évidemment j'ai informé la mère de famille que j'avais mes règles et que du coup je pourrais pas les rejoindre au temple. Donc elle m'a expliqué que bah, du coup ils iraient faire les cérémonies au temple du village et dans le temple familial, mais qu'ensuite je pourrais les rejoindre pour la suite des festivités et des prières qui se passeront du coup en dehors du temple. Et donc c'est un peu le même principe que les cérémonies qu'ils vont faire tous les jours, c'est que bah du coup ils vont... Alors par contre ils dépensent énormément d'argent et ils prennent des jours et des jours à préparer tout ça. Parce que du coup ils prévoient plein d'offrandes, plein de donations, etc. Donc c'est vraiment une fête très importante pour eux. Et la pauvre maman, je voyais bien qu'elle était épuisée parce que son mari, bah, il travaille sur les bateaux, donc il n'était pas là. Et donc en plus elle devait gérer son petit restaurant. Heureusement elle a deux fils qui sont venus l'aider. Mais ça leur a pris un temps fou. Et d'ailleurs, si vous êtes là à ce moment-là, en fait, dans les rues, vous allez voir apparaître les célèbres qu'ils appellent penjor. Alors, c'est des espèces de grandes tiges de bambou. Alors, j'ai même pas envie d'appeler ça une tige parce que c'est quand même vraiment très grand. C'est courbé, donc c'est droit, après c'est courbé, et ça va être décoré d'offrandes, de feuilles de coco, de riz. Ils vont même attacher des fruits. Enfin, moi, j'ai vu, ils avaient attaché un ananas par exemple.
et ça va être placé devant chaque maison. Je peux vous assurer que j'ai aidé 3 hommes, donc il y avait les 2 frères et le cousin, à déplacer justement cette tige de bambou. C'est très lourd et à positionner droit, c'était pas évident. Donc voilà, c'est vraiment, ça demande vraiment une technicité. Et donc pour eux, la symbolique du penjor, donc c'est vraiment gratitude pour la nature et l'abondance, pour la montagne sacrée à Goud, pour prospérité et connexion entre les humains et les dieux. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Si vous êtes dans un couloir où il y a tous ces bambous là, enfin moi j'adore, vraiment j'ai adoré. Et donc voilà, ça ils vont le laisser, si j'ai bien compris, pendant... Enfin je sais pas, c'est 10 jours ils vont les enlever, mais j'ai un chauffeur qui m'a dit qu'ils vont l'enlever au bout d'1 mois. Donc ça va rester comme ça pendant 1 mois. Donc voilà, et donc le matin, bah pareil, ils vont aller, donc comme je l'ai dit, ils vont être au temple et ils font les prières, etc. Et pour eux, à la fin, ça va être marqué donc, du coup par le Kunungan et ça va être le retour des ancêtres vers le monde spirituel. Ils vont faire des prières très solennelles et apparemment il y aura des installations d'offrandes jaunes. Je ne serai pas là, je ne serai plus là malheureusement pour la fin de ces festivités, mais voilà. Et ce qui a été aussi intéressant que j'ai pu vivre, c'est que du coup, bah, une fois qu'on avait fait toutes les... Donc, pas dans le temple, mais il y avait le... C'est comme une espèce de bâtisse ouverte. Et ils ont toutes les photos des ancêtres. Et donc là, il y avait vraiment plein d'offrandes. Et elle m'a dit que c'était pour les ancêtres, mais c'était aussi pour eux, eux-mêmes, pour se féliciter de leur travail, de la vie qu'ils mènent, etc. Et une fois qu'ils avaient fini toutes les prières, etc., elle a ramené, elle m'a dit tiens, tu veux des crackers, tu veux du riz, enfin vas-y, serre-toi, mange. J'étais ah ok. Donc ça prend énormément de temps, mais après ça finit pas à la poubelle et c'est consommé par la famille. Donc voilà, je vais relire rapidement mes notes, mais je pense que je vous ai un peu parlé de tout ce que j'ai appris ici. Ouais, j'ai parlé de tout, des cérémonies. Donc ouais, ils font vraiment des cérémonies un peu pour tout, hein, pour tous les dieux, pour beaucoup d'événements, etc. Demain, je vais participer à une cérémonie des 3 mois d'un enfant, d'un bébé. Apparemment, c'est ultra important, mais je vous en reparlerai dans mon dernier épisode de Bali, parce que là, il me reste plus que quelques jours à Bali. Donc, je vous parlerai de ça à ce moment-là. Là, j'avais envie de prendre un petit peu d'avance, je suis posée, donc j'avais un peu de temps, donc je voulais vraiment finir cet épisode-là. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des informations. Si vous aussi, vous êtes venu à Bali ou que vous comptez y aller, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. Et je vous retrouve du coup très prochainement pour comment je passe ma dernière semaine à Bali avant mon prochain départ en mer. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.